Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce live des vendredis de la recherche. Alors aujourd'hui, entretien avec une chercheuse et je reçois Louise Bossard qui est maîtresse de conférence en psychologie. Alors on va commencer par la première rubrique. La rubrique c'est « Qui es-tu et que fais-tu » Alors quelle est votre activité et décrivez-nous un petit peu sur quoi vous travaillez. Ok. Alors bonjour à ceux qui nous écoutent. Moi je suis enseignante et chercheuse donc en psychologie du développement pour mes activités d'enseignement et en psychologie de la santé plutôt pour mes activités de recherche. Donc j'enseigne ici à l'université de Nîmes aux étudiants qui suivent une licence en psychologie. Et pour mes activités de recherche, je suis membre de l'UPR APSI ici à l'université de Nîmes. D'accord, donc c'est l'un des laboratoires de l'université. Oui. Expliquez-nous un petit peu sur quoi travaille ce laboratoire. Oui, alors c'est un laboratoire qui est récent, hein, qui est né en novembre 2020. Et donc on est une équipe de 13 enseignants-chercheurs, autant en STAPS qu'en psychologie. Donc STAPS, c'est activité physique et sportive. Et du coup, APSI, le nom, c'est pour activité physique et processus psychologique. À savoir qu'il va y avoir deux axes dans ce laboratoire pour orienter nos recherches. Un premier axe qui est de réfléchir aux facteurs de risque et de protection des personnes en situation de vulnérabilité ou population vulnérable. Donc ça peut être des maladies chroniques comme toute situation de vulnérabilité. Et le deuxième axe du laboratoire, c'est de réfléchir à des interventions et évaluer l'efficacité de ces interventions pour justement diminuer les facteurs de risque chez ces populations vulnérables. Et vous êtes plus sur quel axe Alors moi, là, actuellement, je suis plutôt sur le deuxième axe qui est de proposer des programmes de prise en charge. Donc on est plutôt sur de la recherche interventionnelle pour améliorer globalement la santé des personnes. D'accord. Et les chercheurs, autant en STAPS qu'en psycho, travaillent ensemble en fait sur les projets. Voilà, c'est la richesse de l'UPR APSI, c'est que vraiment il y a cette dynamique de travailler ensemble, d'avoir des projets communs et d'apporter les expertises des deux champs. D'un côté les processus psycho et de l'autre côté l'activité physique. Sachant que en STAPS, il y a aussi le côté nutrition qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être liées aussi à la santé. C'est un atout de travailler ensemble. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième rubrique. La question, c'est celle-ci. Dis, à quoi ça sert ce que tu fais? Voilà, donc ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'expliquer de façon vulgarisée vraiment sur quoi vous travaillez en recherche, quels sont un petit peu vos projets, les axes, et comment vous travaillez en tant que chercheuse. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Oui. Donc, du coup, moi, comme je le disais tout à l'heure, mes thématiques de recherche sont plutôt dans la psychologie de la santé. Et pour répondre concrètement, je vais parler d'un projet auquel je participe. C'est un projet qui s'appelle Colofight. Et donc, c'est un projet qui fait suite à mes travaux de thèse. À savoir que durant ma thèse, j'ai travaillé auprès de patients qui étaient atteints de cancer et qui suivaient une chimiothérapie. Et principalement, je m'intéressais en fait à leur état de fatigue pendant les traitements. Et après ces années de thèse, à comprendre d'où venait cette fatigue, etc., très particulière dans le cancer, on pourra y revenir si ça intéresse, j'ai compris que ça venait de certaines variables et notamment de l'état psychologique de la personne. Et donc aujourd'hui, mes recherches, c'est de proposer un programme qui va se concentrer sur ces variables-là pour améliorer l'état de fatigue des patients et in fine améliorer leur qualité de vie au quotidien. Donc ce projet Colofight, c'est un projet qui va proposer aux patients qui sont dans un parcours de soins d'intégrer soit un programme en thérapie cognitive et comportementale, soit un programme en hypnose pour leur apprendre à gérer leur fatigue au quotidien. C'est financé par l'INCa, donc? Oui, on a reçu du coup en novembre 2021 un financement de la part de l'INCa. Concrètement, en fait,
Certains chercheurs et chercheuses en France répondent à des appels à projets. Et l'Institut national du cancer, donc l'INCa, propose un panel en fait, d'appels à projets auquel on répond. Et si le projet est retenu, s'il s'intègre dans la stratégie décennale de santé, etc., du territoire, eh bien, il accepte de financer ce projet. Et c'est le cas pour nous. On a été financé pour une durée de 3 ans pour ce projet-là. Et donc concrètement, sur le terrain, comment ça se passe votre intervention ? Oui, alors concrètement sur le terrain, donc, ce qui est difficile lorsqu'on travaille auprès de personnes atteintes de cancer, c'est qu'il faut se coller à leur parcours de soins pour ne pas leur rajouter en plus des contraintes, surtout quand on travaille sur la fatigue. L'idée, c'est pas de les fatiguer encore plus. Donc il faut connaître vraiment comment ça se passe au niveau des rendez-vous, de la chimiothérapie, etc. Moi, je travaille sur un cancer qui est particulier, qui est le cancer colorectal. Et donc, du coup, ils ont un parcours de chimiothérapie toutes les 2 semaines. Donc, j'ai créé un programme qui va proposer aux patients des séances toutes les semaines. Lorsqu'ils seront en chimiothérapie, ils auront quelqu'un physiquement avec eux pour suivre le programme. Et lorsqu'ils seront chez eux, puisqu'ils ne viennent pas toutes les semaines à l'hôpital du fait du parcours de soins, ils auront leur intervention, donc TCC ou hypnose, à distance. Alors j'imagine que dans ce contexte-là, ils sont dans des états différents, c'est-à-dire que vous vous adaptez à leur état et à leur état de fatigue. Voilà. Vous étudiez leur fatigue aussi, leur état ? Oui. Alors avant de les faire participer au programme, on va évaluer effectivement leur fatigue. On va inclure là principalement ceux qui sont déjà dans un état de fatigue, pas forcément important, mais quand même un état de fatigue bien présent. Après, on est sur une population tellement particulière que moi, je suis prête à parier qu'ils vont tous pouvoir rentrer dans l'étude parce que c'est des cancers avancés, notamment avec des patients qui peuvent avoir de la chimiothérapie déjà depuis un certain temps. Et la fatigue, c'est le symptôme phare en fait, de la maladie. C'est vrai que dans la population générale, on se dit chimiothérapie égale nausée, égale vomissement. On ne pense pas forcément à la fatigue. Et pourtant, c'est le symptôme phare de la maladie cancéreuse. Et qu'est-ce que ça produit comme symptôme, cette fatigue justement ? Ouais. Alors, la fatigue associée au cancer, c'est vraiment un concept à part entière parce que c'est pas la fatigue comme on a l'habitude, en fait, nous, comme on connaît l'état de fatigue. C'est-à-dire que vous et moi, si on est fatigué, en général, on se repose et cette fatigue va s'en aller. Ou alors, en tout cas, si on est fatigué, on sait pourquoi. C'est parce qu'on a passé une journée très fatigante ou c'est parce qu'on a fait une randonnée la veille, etc. Dans le cancer, en fait, cette fatigue, déjà, elle est, on l'appelle multidimensionnelle, parce qu'elle peut être autant physique, donc musculaire, que psychologique, un certain état de lassitude, que cognitive, avec des problèmes d'attention et de concentration. Elle n'est pas proportionnelle aux activités récentes du patient. Donc il peut être fatigué sans savoir expliquer pourquoi il a cette fatigue, et surtout, elle n'est pas résolue par le repos. Donc ça en fait quelque chose de persistant et d'envahissant qui impacte considérablement la vie quotidienne et qui est pesante aussi. Voilà. D'accord. Donc là, l'intervention que vous avez, c'est en psychologie de la santé. Oui. Et vous me disiez aussi, vous étiez aussi psychologue du développement. Oui. Ce sont deux sous-disciplines de la psychologie. Oui, voilà, ce sont 2 sous-disciplines. La psychologie du développement, c'est plutôt l'étude de l'individu donc, dans son développement. C'est vrai qu'à tort, on pense que c'est la psychologie de l'enfant, mais c'est la psychologie de l'enfant, c'est la psychologie de l'adolescent, c'est aussi la personne âgée, c'est vraiment perspective vie entière. Et aussi le développement atypique. Donc le développement atypique, c'est par exemple le handicap, les troubles neurodéveloppementaux, etc. D'accord. Et donc dans le laboratoire APSI, vous travaillez de façon... Alors il y a plusieurs façons de voir l'interdisciplinarité, mais vous travaillez de façon interdisciplinaire parce que justement, vous mêlez ces sous-disciplines de la psychologie, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, il va y avoir des collègues qui vont pouvoir s'intéresser à un trouble neurodéveloppemental. Je pense par exemple au TDAH, donc, qui est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça peut être une thématique par exemple de psychologie du développement. Et on peut le mêler avec un petit peu de psychologie de la santé si on s'intéresse par exemple à comment s'ajustent les personnes qui ont ce trouble ou comment s'ajustent les parents d'enfants qui ont ce trouble.
Voilà. Après, on peut mêler aussi un petit peu de psychologie clinique. Je sais qu'il y a aussi dans APSI des enseignants-chercheurs en STAPS qui travaillent aussi sur cette population, à savoir comment l'activité physique peut venir réguler ces problèmes d'attention chez les enfants. Donc vraiment, et avec la nutrition aussi qui peut s'ajouter. Ça peut s'ajouter également. C'est en ça que ça mixe vraiment les compétences des enseignants-chercheurs de l'UPR. Très bien. On perçoit bien la façon dont vous travaillez sur le terrain aussi et par projet. Alors ensuite, la troisième rubrique. C'était une rubrique sur... alors, on vous demandait un objet ou une anecdote. Alors, oui, il y a une question, pardon, dans le chat. La question de Élodie Charbonnier. Quand tu dis que ce n'est pas résolu par le repos, est-ce que c'est lié au fait que le repos efficace n'est pas présent ou c'est lié à autre chose? Ah oui, donc c'est une question sur... on revient sur... sur la fatigue. Voilà, sur la question de la fatigue, qui est effectivement une question qui peut intéresser beaucoup de monde sur ce type particulier de fatigue. Ok, alors je vais la relire pour bien comprendre. Ouais. Est-ce que c'est lié le repos efficace? C'est la question du repos efficace. En fait, je ne vois pas ce qu'on entend par repos efficace. Si Élodie peut m'en dire plus sur le repos efficace. C'était pour revenir sur quand vous disiez que c'était une fatigue qui n'était pas résolue par le repos, c'est peut-être parce que ce repos n'était pas efficace. Peut-être que c'est sur ça qu'elle veut revenir. C'est-à-dire que les personnes qui sont tellement fatiguées que même quand elles se reposent, elles n'ont pas un repos récupérateur. Oui, alors après, si je fais le parallèle, c'est pas forcément dû à des problèmes de sommeil. Si c'est ça la question, on pourrait penser, peut-être parce qu'elles sont fatiguées, parce que même quand elles dorment, comme elles dorment mal, et voilà, je pense que c'est ça. Ah oui, elle confirme, c'est tout à fait ça. Voilà, alors j'espère que c'est ça la question. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes de sommeil qui sont remontés par les patients atteints de cancer. Et donc ça, effectivement, c'est en lien avec la fatigue. Mais pas forcément. Il y a des patients en fait, qui dorment bien, qui même, du coup, vont faire des siestes dans la journée et qui ne comprennent pas pourquoi cette fatigue persiste. Alors, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que nous, chercheurs, on va leur conseiller en fait, de moins faire de sieste. Ce qui peut paraître étrange parce qu'effectivement, quand on est fatigué, on va aller se coucher. Voilà, trop faire de sieste ou ne pas être assez actif, ça contribue à l'état de fatigue. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il faut leur dire de limiter les temps de sieste, de surtout pas perturber le rythme circadien, jour, nuit, etc. Donc, c'est pas nécessairement que le repos n'est pas efficace. Il y en a qui dorment bien, qui dorment même beaucoup et pourtant, la fatigue persiste. Voilà. J'espère avoir répondu à Élodie. Alors, moi, on revient sur cette rubrique, on passera à la rubrique suivante après. Par rapport à la façon dont les personnes réagissent à la maladie, il y avait une notion que moi j'ai vue dans vos travaux qui s'appelle l'ajustement psychologique. Et je pense que c'est là que cette notion-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion? Parce que c'est là que c'est les patients qui s'adaptent au traitement, c'est ça? Oui. C'est lié à ça? Voilà. Alors, dans ajustement, vraiment, c'est un concept en psychologie de la santé. C'est essayer, donc, au moins l'ajustement psychologique, c'est comment les personnes font face à une situation qui peut soit être stressante, soit qui, dans mon cas, est une maladie. Donc, dans la discipline en psychologie de la santé, il y a eu plusieurs modèles pour essayer d'expliquer cet ajustement. Et dans ces modèles-là, en fait, ça regroupe pas mal de variables qu'on va venir étudier. Des variables qui, du coup, peuvent être protectrices, donc par exemple, qui peuvent être des ressources pour mieux s'ajuster à un stress ou à une maladie, ou inversement, des variables qui seraient plutôt négatives. Donc, pour que ça parle à tout le monde, peut-être que je vais donner des exemples. Une personne qui fait face à un stress important ou à une maladie, une variable d'ajustement, ce serait, par exemple, les stratégies de coping. Donc là, pareil, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais les stratégies de coping, c'est comment on fait face. Et donc, comment on fait face en mettant en place des stratégies. Et des stratégies qui peuvent être, par exemple, on dit centrées sur le problème. Ça, c'est des stratégies plutôt actives. Donc, par exemple, dans le cas d'une personne qui serait fatiguée pour son cancer, elle décide de mettre des choses en place
des stratégies actives de, bon, ok, on m'a dit de faire moins de sieste, on m'a dit de marcher tant de minutes par jour. Voilà, ça, c'est des stratégies comportementales qui visent du coup à mieux s'ajuster derrière à l'état de fatigue et plus généralement à la maladie. Après, il y a aussi, par exemple, le fait de rechercher du soutien social. Ça va être une stratégie parce qu'on demande de l'aide aux autres. Ça, c'est une stratégie d'ajustement. Oui, voilà, c'est des stratégies d'ajustement. Et ça, c'est ce qui est observé chez les patients, c'est-à-dire que c'est ce que vous évaluez, vous observez. Alors, disons que c'est tellement général que c'est observé finalement ça peut se décliner à pas mal de situations stressantes. Moi, c'est vrai que dans le cancer, du coup, on observe ces stratégies-là. Hein. Vous avez des patients qui, face à leur fatigue, sont actifs et d'autres qui, au contraire, adoptent des stratégies qui sont inefficaces. Par exemple, le fait d'éviter toute situation sociale, le fait de s'isoler, voilà, et ça, on sait que c'est pas bénéfique sur l'ajustement. D'accord. Alors, il y a une autre question. Est-ce que cette fatigue spécifique au cancer peut entraîner ou être liée au développement de troubles psychiatriques? C'est-à-dire à s'aggraver au point d'avoir des conséquences? Alors, peut entraîner, non, je dirais pas ça. Être lié au développement de troubles psychiatriques, non, en tout cas, elle n'est pas investiguée dans ce sens-là. Après, c'est vrai que la fatigue associée au cancer, elle est là avant le diagnostic, pendant la maladie, et même après, en fait, elle peut perdurer pendant plusieurs années. Donc, on suppose qu'à force, ça puisse jouer hein, sur l'état mental de la personne, mais voilà, c'est pas investigué dans ce sens-là, en tout cas. On ne dit pas que ça va être la cause, par exemple, d'une dépression majeure, non. Ça n'a pas été constaté, en fait. Voilà, comme Élodie dit, peut-être à minima un trouble dépressif, mais voilà, en tout cas, cette cause directe n'a pas non plus été démontrée. D'accord. Alors, donc on passe cette fois-ci à la juste, je vais faire, oui, juste, pardon. Oui, parce que ça me fait venir quelque chose, c'est que quand on étudie la fatigue, qui est un des symptômes de la dépression. Il faut faire aussi attention à ça. C'est-à-dire que si on rencontre un patient fatigué, est-ce qu'il est effectivement fatigué parce qu'il est en traitement d'un cancer ou parce qu'il a un épisode dépressif ou même un passif de dépression? Voilà, il se recoupent assez ces deux symptômes. Oui, les deux sont mêlés. Voilà. Et notamment quand on évalue la fatigue psychologique, il faut faire attention qu'on évalue bien de la fatigue psychologique, plutôt lassitude, plutôt qu'un symptôme de la dépression. D'accord. Voilà. Oui. C'est la difficulté entre les deux symptômes. D'accord, je comprends. Alors, donc, on va passer à l'objet. Vous nous avez apporté un objet. Ah oui, j'ai apporté un petit objet. Bah justement, ça va être dans le... C'est la surprise. C'est la surprise. Non, mais ça va être en lien. Alors, c'est un objet qui est vieux maintenant, hein, mais j'avais que ça comme objet. C'est une petite réglette pour évaluer la fatigue, justement. Donc, je ne sais pas si tout le monde voit. Donc, c'est une échelle que j'ai développée pendant mes travaux de thèse quand j'étais étudiante à Montpellier, au laboratoire Epsilon. C'était quoi votre sujet de thèse? C'était d'étudier les déterminants psychologiques de la fatigue associée au cancer. D'accord. Et donc, pour ça, il fallait que j'ai un outil pour mesurer la fatigue de façon répétée. Voilà, parce que du coup, j'ai suivi des patients pendant 6 mois. Et j'ai évalué leur fatigue. Donc cette petite échelle, en fait, on l'a réfléchie avec les soignants, les patients, etc., pour que ce soit un format adapté. Comme vous pouvez le voir, c'est assez semblable aux EVA douleur, pour mesurer la douleur, à quel point j'ai mal. Donc on est parti sur ce format-là, parce que pour les soignants, c'est pratique. Pour les patients, ils ont l'habitude. Et ensuite, on a demandé... donc un partenariat avec le laboratoire Pierre Fabre pour faire éditer ces réglettes au format plastique et qu'elles puissent être distribuées dans les établissements de soins. D'accord. Donc voilà. Donc elles ont été utilisées Oui. Et elles le sont toujours, vous savez Alors elles ont été distribuées en tout cas à l'Institut du cancer de Montpellier. Après, je ne sais pas, maintenant que j'en suis partie, l'utilité. Mais après, c'est vrai que maintenant, on est dans l'ère aussi du numérique, donc ça se décline aussi pas mal en format tablette. Mais bon, voilà, c'est pour dire que même si on travaille en tant que jeune chercheur en psychologie sur la fatigue, on peut arriver à construire des petits outils comme ça qui après se déclinent dans les établissements de soins. Alors, on va passer à la rubrique suivante. Il s'agit de questions
qu'on appelle gênantes, mais qui sont Ok. plutôt amusantes. Et donc vous avez un joker, comme d'habitude, que vous pouvez utiliser si des questions, si vous voulez pas, si ça vous semble pas opportun de répondre. Vous avez un dé à lancer et un nombre de questions ensuite à piocher. Je D'accord. vous laisse lancer le dé. Attention, il est très léger, donc il faut Ah oui, pas- je vais pas le lancer à l'autre bout de la table. Ah, B. 6. Ah ben voilà. Je les ai toutes. Alors allons-y, une première question. Voilà. Ah mais non, c'est vous qui devez piocher, parce que ce que je fais moi. Allez-y. Ok. Alors, dans quelles circonstances les plus improbables as-tu travaillé? Quelles Donc circonstances? ça c'est lié au terrain, ou même en thèse. Ouais. Ah, franchement, c'est difficile parce que improbable, c'est quand même assez fort. Surprenante. Voilà, on va Ouais, dire surprenante. dans des circonstances voilà, surprenantes, ou simplement des circonstances dans lesquelles on ne s'attend pas à voir un chercheur travailler, quoi, tout simplement. Ça peut être un terrain particulier, un lieu particulier, avec une autre équipe d'une autre discipline particulière. Bon, là, je vois Rien pas. rien de Peut-être particulier. Ah, il y a une question. Il y a un petit commentaire, une petite idée. Il y a une petite idée, effectivement, oui. Alors, en ce moment, il y a des travaux à l'université de Nîmes. Et donc, nos bureaux sont bloqués et on travaille en open space avec les collègues. Mais franchement, ça va. C'est pas... Ça se passe bien, moi, je trouve. Donc, Bon, ça va, c'est pas des conséquences improbables, c'est des conséquences ouais. Non, compliquées. peut-être que Nouvelle. ce que j'ai envie d'évoquer, même si c'est pas tant improbable, mais voilà, pour expliquer un peu que moi, à l'issue de mon master en psychologie, par exemple, j'ai décidé de m'orienter vers une thèse en psychologie de la santé et de travailler auprès de patients atteints de cancer, sans savoir du tout à quoi m'attendre, comment était cette population. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à aller interroger des patients atteints de cancer dans leur chambre pendant qu'ils recevaient leur chimiothérapie. Et c'est vrai que ça peut quand même être particulier parce que quand on est jeune, quand on a 23 ans et qu'on se retrouve donc à mettre une blouse blanche alors qu'on n'en a jamais mis, qu'on nous prend pour un médecin. Et voilà, c'est quand même être confronté d'un seul coup à une réalité qui n'était pas la nôtre jusque-là. Après 4 ans à passer du coup, des entretiens avec les patients, c'est vrai que c'est une sacrée leçon de vie. Ça, je l'avais déjà écrit dans ma thèse. Voilà, on se rend compte qu'il faut se raccrocher aux petites choses qui nous rendent heureuses au quotidien. Donc c'est pour ça que je le mettais pas trop dans improbable. C'est juste qu'il faut s'y préparer. Improbable. Mais c'est pas quelque chose qu'on pense faire quand on s'inscrit en première année de psycho. Non, je pense pas. Voilà, effectivement. Ouais. Donc voilà, ce ça sera répond très bien ma à la réponse. question. Alors la suivante. Ok. Peux-tu nous raconter un fail ou un échec inattendu? Aucun échec. Alors, un fail. Ça peut être par exemple lors d'un entretien parce que j'imagine que quand on démarre comme ça, qu'on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas du tout et qu'on se retrouve à l'hôpital justement avec des patients, les patients aussi doivent avoir un regard un petit peu particulier sur une chercheuse qui vient, qui débarque et qui pose des questions. Alors, en fait, quand je rencontrais les patients à l'hôpital, c'était qui tout double. C'est-à-dire que quand je me présentais comme une étudiante en psychologie, soit certains étaient très fermés et disaient « mais moi, j'ai pas besoin de voir un psychologue, je veux pas participer à votre étude ». Voilà. Soit par contre, l'inverse, c'était du coup pendant 1 heure, ils me parlaient beaucoup parce qu'ils avaient ce besoin de parler. D'accord. Voilà, Ah oui. donc c'était... et parfois même pas que les patients, même leurs proches aidants en fait, qui me couraient après dans le couloir pour parler avec moi. Donc c'était vraiment les deux... Il fallait que vous arriviez à sortir de ces deux situations-là, de ce modèle-là. Celle qui me gênait le plus, c'était plutôt ceux qui étaient fermés à la psychologie. Ouais. Parce que du coup, c'était dommage en fait d'être fermé, et surtout que j'étais pas là moi pour faire un entretien clinique. Et puis c'est dommage de voir cette représentation qu'ont les patients de la psychologie.
Mais ouais, est-ce que c'est un fail? Je sais pas. Peut-être que vous en avez eu des petits fails au début, non? Oui, bah, même après, c'est vrai que c'est pas facile d'être chercheur en sciences humaines et sociales dans un milieu médical. Hum. Parce que du coup, pour faire comprendre aux médecins que la psychologie, c'est important, ben, ça peut prendre du temps. Alors, c'est pas tous les médecins, bien sûr, il y en a qui sont très ouverts à ça, mais voilà, dans des réunions pluridisciplinaires, voilà, d'insister sur le fait que la fatigue, c'est pas seulement à cause de la chimiothérapie et que ça peut être psychologique, voilà, ça, c'est une difficulté que j'ai rencontrée en tout cas. Pas un échec parce que j'ai réussi à m'intégrer, mais c'était une difficulté. D'où l'intérêt de faire connaître la psychologie de la santé comme une discipline qui est enseignée, Oui. Sur laquelle il y a des projets de Oui, recherche. je pense. Et puis l'intérêt aussi de vulgariser énormément, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est chercheur en psychologie et qu'on travaille avec des personnes atteintes de cancer, je pense que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on peut faire comme recherche. Parce que recherche cancer, ça fait penser plutôt à traitement, Ouais, nouvelles molécules. médicaments. Voilà. Ouais. Mm. C'est vrai. Alors, la suivante. Ah oui, moi aussi ça. Sur quel type de tâche est-ce que tu procrastines le plus? Ah, j'ai envie de dire toutes. Oui. Je suis pas bonne élève pour ça, je procrastine beaucoup. C'est une bonne réponse. Oui, ouais, c'est une... Toutes, c'est une bonne réponse. On n'avait pas eu encore la Ah oui réponse toute, non? Bah, ils sont pas honnêtes alors. C'est possible. Non, ouais, franchement, malheureusement, je procrastine beaucoup. Et je suis renforcée, je pense, par le fait que je suis encouragée par le fait de faire à la dernière minute, jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Et peut-être que ça m'apprendra de ne plus procrastiner. Mais voilà. Mais je pense ne pas être la seule à avoir ce tort-là. Oui, je pense qu'il y a. Alors, d'après toi, qu'est-ce que tes étudiants pensent de toi? Ça, c'est intéressant. Il n'y en a pas là qui sont connectés, qui peuvent répondre. Ça fait combien de temps que vous enseignez là, à l'université? À l'université de Nîmes, ça fait 3 ans. Oui, c'est la 3e année. Et du coup, ça fait 6-7 ans, parce qu'en thèse, on commence déjà à enseigner. Ouais. Après, qu'est-ce que mes étudiants pensent de moi? C'est dur comme question, parce que du mais coup... vous avez 3 au joker, non? Ouais, mais non, c'est pas du jeu. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est pas tant de moi, c'est que j'espère qu'ils trouvent les cours... de votre enseignement, voilà. Oui. J'espère qu'ils trouvent les cours, disons, intéressants et que ça les pousse à vraiment continuer. J'espère être assez claire dans les enseignements. Après, oui. Disponible, je pense aussi que je suis disponible pour eux. Voilà. Disponible, c'est bien comme réponse. Voilà. Alors retenons disponible. Voilà. Ensuite, si tu devais revenir sur un moment de ta carrière pour le modifier, lequel ce serait? Ah, quelqu'un a écrit une enseignante exemplaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais merci beaucoup. Revenir sur un moment de ma carrière pour le modifier. Bon, joker. Ouais, la joker parce qu'il n'y en a pas. Et la dernière? Quelle note donnes-tu à cette émission? Sur combien? Sur 20. Sur 20? 20. J'allais dire, les étudiants savent que je suis exigeante, alors si je mets 20 là, ils vont trouver pas normal, mais allez, disons 20. Super, merci. Très bien. Alors, on va passer à la dernière rubrique. Oui. C'est celle de la feuille blanche. Oui. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de faire un petit dessin. Ah, C'est bien. Uni m'a répondu, c'est de la triche. Utilise l'échelle. Oui, c'est Tom qui a répondu, c'est de la triche. Utilise l'échelle pour du coup quantifier quelle note je donne à l'émission. Ah, l'échelle. Du coup, je reste tout à fait là, parce que si j'avance, c'est quand même pas super. Donc, je reste ici au tout début. Ça m'a pas fatiguée, en tout cas, c'était la question. Ah, c'est déjà ça. Donc, voilà, je vous donne une feuille blanche, et puis je vous laisse écrire ou dessiner ce que vous voulez
dessus. Ok, On gardera en souvenir de votre passage à l'émission, d'accord. avec une petite signature si possible. Et ça nous fera un petit, voilà, quelque chose qui représente votre métier, plutôt côté recherche ou enseignement si vous préférez, ou les deux, ou une idée comme ça qui vous passe par la tête. Ok, je vais essayer ça. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi je vais rappeler les prochaines émissions. Donc on a une émission qu'on est en train de programmer pour le 22 mars, pour la Journée mondiale de l'eau. Donc la Journée mondiale de l'eau, sous l'égide des Nations Unies, cette année, elle est sur le thème des eaux souterraines. Donc on aura une petite émission exceptionnelle le 22 mars à 17h, avec des chercheurs qui travaillent sur les eaux souterraines, des chercheurs de Chrome, puisque c'est un des axes de recherche de Chrome. Voilà, ensuite, nous avons le 17 mars, donc la semaine prochaine, une conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau. La Semaine du Cerveau, c'est du 14 au 20 mars au niveau national. Et là, on a une conférence de Fabrizio Pereira, qui est maître de conférence en physique. Donc, il y aura une conférence au CARM à 18h le 17 mars. Il y a une conférence dans le cadre des conférences du cycle de conférences risque et vulnérabilité. Il y a une conférence organisée par l'équipe APSI le 22 mars, je crois. Oui, c'est le 22 mars, sur l'anxiété de performance et la peur de l'échec. Voilà. Oui. Donc là, c'est sur le site Vauban le 22 mars aussi. Voilà. Alors, on va regarder. C'est magnifique. Ça a l'air magnifique, oui. Alors, fatigue, cancer, APSI. Ah, voilà, je vais vous montrer à la caméra. Devant. Voilà, là, c'est mieux peut-être. Non, c'est sur l'autre. Celle-là. Voilà. Celle-là. Ok, donc on a fatigue, APSI, ça qui veut dire psychologie. Voilà, APSI. Et cancer. Ouais. Et Mars bleu. On n'a pas parlé de Mars bleu. Oui, ouais, on n'a pas parlé de Mars bleu, c'est pour ça que je l'ai indiqué ici. Alors, Mars bleu. Mars bleu, rapidement, c'est le mois de prévention pour le dépistage du cancer colorectal, justement. Donc c'est un mois de sensibilisation de la population pour se faire dépister de ce cancer-là, donc à partir de 50 ans. Et voilà, c'est important, puisque le cancer colorectal, c'est 43 000, je crois, cas par an. Et c'est le deuxième cancer le plus fréquent et le troisième le plus meurtrier en France. Donc, allez vous faire dépister. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Louise Bossard, pour votre participation à l'émission. Et Merci on se à vous. retrouve vendredi prochain pour un entretien avec une chercheuse ou un chercheur. Merci. Merci aux présents sur le chat. Oui, et merci aux personnes aussi qui ont posé des questions et qui ont participé. À bientôt. Au revoir.